Dans le podcast de cette semaine, on va pelleter des nuages en discutant des mauvais arguments et de la rejouabilité. Et puis on a désormais une chouette illustration réalisée par Mélodie Leblond. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour une nouvelle émission où on va pelleter des nuages et bien sûr je suis en compagnie de Christian Lebet. Salut Christian. Bonjour Paul Gara. Est-ce que tu as ta pelle à la main? Ben oui, parce que au moment même où nous enregistrons, une superbe neige tombe sur Montréal, donc je devrais déblayer ma voiture et puis dégager derrière pour pouvoir sortir de l'entrée de cour. Voilà, donc on est vraiment dans le vif du sujet aujourd'hui. Tout à fait. Bon, eh ben écoute, on va pelleter des nuages métaphoriquement. Moi, j'ai pas de pelle et je compte pas en déblayer la neige, j'avoue. Il y en a pas de toute façon. Et heureusement, il y a pas de neige parce que tu sais qu'en France, on gère très mal la neige quand il y en a. C'est d'ailleurs une activité préférée, parmi les activités préférées des Québécois, se moquer des Français qui reçoivent 2 cm de neige. Que l'urgence nationale est déclarée. Voilà. On continue de pelleter des nuages. On a de nouvelles chroniques. Et puis aujourd'hui, c'est toi qui commences. Tu m'as volé ma place. Bah ouais, je trouvais que là, c'était trop là. Mais en même temps, c'est toujours la star qui termine, voyons. Ah. Moi, je suis ta première partie aujourd'hui. D'accord. Merci. Tu vois comme je ménage ton ego. Ouf. Ouais. Eh bien oui, effectivement, on va échanger, mais il y a une raison logique à ça. Donc, on va l'expliquer, bien sûr. Est-ce que je commence, du coup? Oui. On se lance, allez? Allez, tout de suite. Eh bien moi, aujourd'hui, pour cette chronique, je vais te parler d'arguments, de mauvais arguments, des arguments souvent marketing ou qu'on entend dans la bouche tu sais, ces méchantes personnes qu'on appelle les éditeurs. Tu t'en prends au fait que on veuille vendre nos jeux. Non, mais quel crime, hein, de devoir rembourser tous ces gens qu'on a bien payés. Oui, alors que moi, je viens pour te parler d'art et vous venez pour nous parler de gros sous. Mais bon, bref. Donc, je vais revenir un peu sur les arguments qu'on entend, souvent des arguments marketing ou dérivés et qui imprègnent beaucoup l'esprit des gens et qui sont en fait un peu les arguments qui font force de loi. Et oui, parce que paradoxalement, moi, je consomme. Alors, tu vois, ça commence très bien le début de cette chronique, hein, on parle de consommation. Oui, moi, je consomme peu de contenu en lien avec le jeu de société. Et je dirais même de moins en moins. En fait, moi, j'écoute Balado Ludique et j'en profite pour leur dire combien je suis fan de leur podcast. Voilà, le meilleur podcast au monde. Quasiment aucun contenu de ce qu'on appelle désormais review et qui s'articule généralement autour du triptyque règles du jeu, présentation du matériel et du visuel et avis plus ou moins succinct. Alors, je sais ce que tu vas me dire, hein. Not all reviewers. Alors, ok. Disons que c'est globalement à quoi ressemble une review dans la sphère francophone. Je ne me prononcerai pas pour nos amis anglo-saxons. Oh, c'est la même chose. Ouais, voilà. Ouais. Moi, comme je m'en fous, moi, des explications de règles détaillées, parce qu'une simple description, en général, me suffit, du type c'est un deck building, et puis je l'avoue, moi, je décroche au bout de 10 secondes, tellement c'est chiant et souvent pas très bien expliqué. Et puis je m'en fous aussi du matériel, parce que si je ne suis pas en train de jouer au jeu, ça ne m'intéresse pas beaucoup. En fait, ce qui pourrait m'intéresser dans les reviews, c'est le fameux avis succinct. Et là, dans les avis, surtout lorsqu'ils sont positifs, alors, on ne peut pas dire qu'on croule sous les avis négatifs et puis qu'ils soient très bien reçus, et je peux dire que j'en sais quelque chose, on retrouve très régulièrement des arguments communs. Ça se joue vite, les parties sont rapides, c'est facile à expliquer, il y a une grande rejouabilité, avec la variante, il y a de l'interaction. Ça, c'est un peu la sainte trinité des arguments marketing, qui semblent tirés de fiches produits, et qui ont peu à peu pénétré tout le paysage mental des joueuses en faisant d'éléments descriptifs factuels des qualités. On va ajouter à cela une sorte de trilogie. Si vous n'aimez pas le jeu, c'est parce que vous n'êtes pas la cible. Ou bien c'est un très bon jeu pour celles qui découvrent le jeu de société. Ou encore, de toute façon, il n'y a plus de mauvais jeux. Tous les jeux sont au moins des hockey games. Alors moi, ce que je te propose dans cette chronique, Christian, si tu es d'accord bien sûr, c'est de passer en revue ces fameux éléments de langage pour leur tordre un peu le cou. Je ne vais pas parler de la rejouabilité parce que,
Oh spoiler, ben oui, ce sera l'objet de ta propre chronique. Tant ce sujet est vaste et suscite des réflexions de fond. Quant à l'interaction, je vais vous renvoyer à la chronique que j'avais proposée dans Analysis Paralysis en juillet 2024, dont le texte est disponible sur le site du podcast. Alors, est-ce que tu avais écouté cette chronique, Christian? Mais bien sûr, c'est peut-être même mon écoute de tes chroniques dans Analysis Paralysis qui fait que cette chronique pelletée des nuages existe aujourd'hui. Alors, juste pour résumer de façon succincte, pour ceux qui n'auraient pas eu la chance, le bonheur, le plaisir, le privilège d'écouter Analysis Paralysis et notamment cette chronique, eh bien, j'expliquais que l'interaction, c'est un point de vue, je vous rassure. L'interaction, pour moi, ce n'est pas une qualité puisqu'elle existe en réalité dans tous les jeux. En effet, un jeu, c'est un système qui, par essence, inclut en premier lieu une interaction entre ses règles. Ensuite, ce sont les joueuses qui, en jouant, vont mettre en œuvre cette interaction. Le jeu a donc ses propres interactions, ainsi que celles suscitées par les joueuses avec le jeu, mais aussi entre les joueuses. Tous les jeux proposent donc de l'interaction et ce qui change, c'est l'intensité de cette interaction. Alors je choisis également de passer dans cette chronique d'autres considérations, celles qui sont exclusivement centrées sur le cosmétique, les illustrations, la qualité du matériel. Et puis je te fais grâce du pire des arguments, celui le plus improbable, le jeu ne coûte pas cher. Voilà. On va donc commencer par le fameux « c'est rapide à jouer ». Alors combien de fois on a entendu cet argument martelé comme argument positif sur un jeu, c'est rapide à jouer. Eh bien, la rapidité, pour moi, ne constitue qu'une caractéristique du jeu. Je parle même pas de sa valeur relative. Et puis, c'est même, globalement, une information qu'on va trouver sur les fiches signalétiques des jeux, si l'on regarde le temps de partie indiqué. C'est pas du tout pareil si on voit marquer 15-20 minutes ou 200 minutes, ça c'est sûr. Et ça ne renseigne jamais sur la qualité du jeu. La rapidité d'un jeu, ça peut être effectivement une information utile lorsque, par exemple, on dispose d'un temps restreint pour jouer et que cet aspect devient un critère significatif pour le choix d'un jeu parmi d'autres. Mais lorsqu'on réfléchit sous l'angle de la critique d'un jeu, qui s'exprime au regard des qualités intrinsèques, la rapidité, c'est un critère inopérant. Comme on le dit souvent, il vaut mieux jouer à un bon jeu de 2 heures plutôt qu'à un mauvais jeu de 10 minutes. Et puis même si on combine cette réflexion avec le choix d'un jeu dans un contexte de temps restreint, eh bien il y a fort à parier qu'on doit pouvoir trouver un jeu bon et rapide. Et oui, ça existe, plutôt qu'un jeu juste rapide et mauvais. En revanche, on pourrait évoquer le rythme du jeu, sa fluidité, son absence de downtime par exemple. Là, on va explorer déjà des éléments qui parlent de ce que les mécaniques du jeu sous-entendent et des dynamiques qu'elles suscitent au cours de la partie. Et ce serait sûrement déjà une analyse beaucoup plus riche que de se limiter à « c'est rapide ». C'est facile à expliquer. Alors, facile à expliquer, là, c'est encore plus relatif comme argument. À partir de combien de temps un jeu devient long à expliquer ? Et puis, par exemple, un jeu de pli, c'est très simple à expliquer à des personnes qui ont déjà joué à beaucoup de jeux de pli dans leur vie, mais beaucoup moins à des néophytes. Pourtant, je suis la première à râler contre ces jeux experts dont les règles sont 1000 fois trop lourdes, qui nécessitent autant de temps d'explication que de partie. Alors j'ai un souvenir assez ému de cette partie de Voidfall avec Pénélope où on a passé plus de temps en mise en place et en règles qu'en temps de partie effectif. Aïe. Ceci dit, la première règle, pour la blague, la première règle à lire était « Asseyez-vous de part et d'autre du plateau de jeu ». Et là, j'ai dit à Pénélope, là, ça va, celle-là, on l'a comprise, on est bien parti. Mais alors, c'est souvent parce que cette complexité réside dans plein de petits points de règles, pas toujours élégants, plein de petites exceptions, et dont on doute parfois en jeu de l'utilité. Il n'y a en fait aucune corrélation entre rapidité des explications et qualité du jeu. Il y a des jeux faciles à expliquer qui sont nuls, et puis des jeux compliqués à expliquer qui sont tout aussi nuls, rassurons-nous. Et inversement pour les bons jeux. En revanche, il y a probablement plus de corrélation entre épure des règles et qualité du jeu. Mais ça, c'est une autre histoire, on en parlera peut-être un jour. Et surtout, il y a peut-être là une confusion entre mécanique et dynamique. Certains jeux très épurés ne sont pas si simples à expliquer. Ou plutôt ils le seront mécaniquement, mais retranscrire leur dynamique, c'est-à-dire ce qui va se produire en cours de partie, dans le cadre d'une présentation ou des explications, ce ne sera pas chose aisée. Et enfin, apprendre les règles, ça fait partie de l'expérience de jeu, pleinement. Plus que rapide à expliquer, une qualité serait que les règles soient en adéquation avec ce qu'on va faire dans le jeu. Rien de pire que les parties dont on ressort en cherchant encore le sens de ce qu'on y a fait. Moi, personnellement, je cherche encore le sens du jeu lueur. Si quelqu'un a une explication, je suis preneuse. Tu n'es pas la cible. Et là, c'est pas du tout podcastique, mais je viens de faire un geste du doigt accusateur sur toi.
Et oui, cette fameuse cible qui m'évoque, moi, systématiquement une image mentale de jeu de fléchettes. Excusez-moi. Hein. C'est une des réponses qui revient si souvent lorsqu'on exprime qu'on n'a pas aimé un jeu, avec le classique « bon, tu n'as pas dû jouer avec les bonnes règles » ou « tu as mal joué », etc. Ce sont des arguments qui reviennent à inverser la responsabilité de la mauvaise expérience ludique sur la joueuse plutôt que sur le jeu. Bien sûr, avec un peu de provocation, j'ai envie de répondre, mais que je suis la cible des bons jeux. Et oui, être la cible d'un jeu sous-entend que ce jeu correspond à nos goûts, que son niveau de difficulté ou sa catégorie correspond à nos attentes. La cible, c'est une vision exclusivement marketing qui revient à se demander pour quel client le produit jeu a été conçu, en utilisant beaucoup de stéréotypes et d'idées reçues. Pourtant, si on se passe du point de vue de la critique, il est tout à fait envisageable de reconnaître les qualités d'un jeu, son originalité, une certaine innovation dans ses mécaniques et de ce qu'il parvient à créer entre les joueuses sans se référer à son propre goût. On pourrait même imaginer que celles et ceux qui expriment publiquement sur les jeux leurs avis ont suffisamment d'expérience et de recul pour opérer cette distinction. Émettre un avis, une critique d'un jeu, c'est aller au-delà de la simple expression de son goût. Et parfois, penser que quelqu'un qui est la cible aimera nécessairement un jeu calibré pour elle, c'est totalement erroné. À titre perso, j'adore les jeux d'enquête. Je suis donc typiquement la cible de tous les jeux d'enquête qui sortent. Et pourtant, je peux te dire que je joue régulièrement à des jeux d'enquête pas terribles, voire mauvais, et donc j'en suis la cible, mais paradoxalement, j'en deviendrai même plus exigeant. 4e argument, c'est bien pour les noobs. Alors tu peux remplacer par noob, moldu, non-joueur, casual gamer, ce que tu veux, selon ton obédience. Les non-joueurs, moi c'est le truc qui me surprend toujours. Comment est-ce qu'un non-joueur peut-il jouer s'il ne joue pas parce qu'il est non-joueur? C'est bien pour les noobs, c'est la fameuse phrase « Ok, d'accord pour nous », sous-entendu, les joueurs chevronnés, bon, c'est pas fou, c'est pas très original, c'est pas terrible, mais pour les débutants, les noobs et autres moldus, les non-joueurs, comme on disait, c'est très bien. Alors, quand on critique ce raisonnement, ça conduit souvent à se faire traiter de snob ou d'élitiste. J'en ai été victime, je le dis, on m'a traité de snob et d'élitiste, parce qu'on ne serait pas tolérant ou tolérante avec les nouveaux joueurs ou les nouvelles joueuses. Et pourtant, c'est exactement le contraire. Dire qu'un jeu moyen est bien suffisant pour un débutant, qui pourrait donc s'en contenter, contrairement à cette joueuse chevronnée, c'est très élitiste. Peut-être qu'un débutant ne sera pas en mesure de faire une analyse poussée des mécaniques, de ce qui s'est produit pendant la partie. Mais en revanche, si on considère que le jeu procure des émotions, à l'instar d'une œuvre d'art, on comprend bien qu'il n'est nul besoin de jouer depuis plus de 20 ans pour éprouver de telles émotions. Nous avons toutes la même capacité de nous émouvoir devant le beau. Beau avec un B majuscule au sens de l'esthétique, cette discipline de la philosophie qui étudie les perceptions sensorielles procurées par l'art ou la nature. Je me suis même demandé, d'ailleurs, si cette posture ne venait pas corroborer l'analyse de Bourdieu dans la distinction sur les goûts. Les groupes sociaux se définissent par leur goût, ou plutôt en réaction à un certain dégoût à l'égard des goûts des autres. Et finalement, considérer que les noobs doivent se restreindre à jouer à Alvéola ou Acropolis pendant que les vraies joueuses jouent à Talouva, pour moi, c'est perpétuer cette distinction entre deux groupes de joueuses. Or, ne pas être élitiste, est-ce que ce serait pas plutôt œuvrer pour aussi faire découvrir Talouva aux noobs ? Le jeu de société, pour moi, c'est une affaire de transmission. Avons-nous envie de faire découvrir aux autres des jeux moyens ou des bons jeux ? Imaginons qu'on doit emmener quelqu'un dîner au restaurant pour la première fois. Est-ce que tu as envie plutôt qu'il soit conquis par cette expérience ou tu vas l'emmener au McDo en te disant il verra plus tard pour aller au restaurant gastronomique ? 5e argument, aujourd'hui il n'y a plus de mauvais jeux. Les mauvais jeux n'existent plus. Alors pour certains, et ça c'est du véridique, je l'ai lu sur les fameux réseaux sociaux, les seuls mauvais jeux seraient ceux qui ne fonctionnent pas, ceux qui seraient défectueux, cassés, comme si on parlait un peu d'un appareil d'électroménager. Et le reste de l'univers ludique serait alors constitué de bons jeux ou des fameux OK Games. Alors je vais reprendre mon analogie avec un appareil d'électroménager, disons un lave-linge. Tu sais ce que c'est un lave-linge, Christian ? On appelle ça une laveuse au Québec. OK. Et le truc à côté, c'est la sécheuse. D'accord, nous on appelle ça un sèche-linge. Si ton lave-linge ne fonctionne pas du tout, alors c'est clairement un mauvais lave-linge. Voire c'est pas du tout un lave-linge, puisqu'il ne remplit pas sa fonction première. Là, on est d'accord. Maintenant, si je te dis que tu as un lave-linge qui fonctionne, mais qu'il met 6 heures à laver tes vêtements, qu'il les rétrécit, qu'il est bruyant et qu'il consomme beaucoup,
Est-ce que tu diras que c'est un mauvais lave-linge ou un OK lave-linge? C'est un mauvais lave-linge. Merci. Bah oui, pour moi aussi, c'est un mauvais lave-linge. Et quand bien même mes vêtements en sortent propres, c'est quand même, je te l'accorde, la fonction première du lave-linge. Il lave, mais mal. Alors, je sais que je viens de traiter le point avec une extrême légèreté. Mais c'est parce qu'en réalité, le sujet pourrait être l'objet d'une chronique à part entière, tant il y a matière à discuter et à argumenter sur ce fameux beau avec un B majuscule. Alors, juste pour conclure, oui, les mauvais jeux, ça existe encore. Je peux t'en fournir une liste parmi ceux qui sont sortis récemment. Spellbook, Hidden Leaders. Allez, je peux en donner encore plein sans aucun état d'âme. On l'a déjà entendu d'ailleurs. Ah ouais, voilà. Je dirais même heureusement qu'il en existe des mauvais jeux parce qu'il faut jouer aussi à des mauvais jeux pour apprécier les bons. Et quant au hockey game, ni bon ni mauvais. Leur sort est peut-être moins enviable. Passé une semaine, ils sombrent dans l'oubli le plus total. Et d'ailleurs, là, comme ça, aucun nom ne me vient à l'esprit. On se souvient finalement beaucoup plus des mauvais jeux. Ben oui, parce que... Peut-être pas si mal d'être un mauvais jeu. Parce que l'émotion est plus forte. Je veux dire, on a ressenti un dégoût plus fort qu'un truc qui nous a laissé totalement tiède. Ouais. Et donc, le souvenir est marqué plus profondément. Donc, il vaut mieux faire un mauvais jeu qu'un hockey game, finalement. Ah. Donc, en conclusion, voilà, apprécions les jeux pour leur beauté intrinsèque et non parce qu'ils ont le bon format pour jouer avec les collègues sur la pause déjeuner ou avec la grand-mère qui décroche au bout de 2 minutes de règles. Et puis surtout, faisons le tri dans les arguments que nous entendons et qui sont là pour nous faire acheter des jeux, et je peux le concevoir, auxquels on n'aura parfois souvent aucun réel plaisir à jouer et non pour nous faire ressentir des émotions fortes, belles et originales. Merci beaucoup. Je comprends donc que tu trouves que une grande partie des critiques qu'on entend est un peu paresseuse, est un peu va pas en profondeur et souvent peut-être même répète le texte que nous, les méchants éditeurs, plaçons dans nos fiches produits parce que nous, en fait, on a, à force de jouer des dizaines, voire des centaines de fois, voire des milliers de fois dans certains cas aux jeux que nous publions, on est arrivé à avoir un discours, on a compris l'émotion, on a compris les qualités d'un jeu. Donc, évidemment, on va essayer de les servir aux gens qui vont jouer à nos jeux. C'est quelque chose qu'on va même parfois faire en festival. Parce que, je sais pas moi, tu vas à Cannes, tu joues dans ta journée à 6 jeux différents et c'est une anecdote qui se reproduit, mais chaque fois, à la fin de la journée, tu croises des gens ou ASN, tiens, et tu demandes « Ah, à quoi t'as joué aujourd'hui? » Les gens ont de la difficulté à nommer 2 jeux auxquels ils ont joué parce que leur esprit est tellement rempli. Et donc, après ça, de dire quel est ton coup de cœur et pourquoi, là, ça devient un effort qui est difficile. Alors souvent, nous, ce qu'on va aimer, justement, c'est de proposer, en fait, de mettre des mots sur l'émotion que les gens ont sentie. On fait une œuvre de bienfaisance, finalement. Oh, bien sûr, non, mais pas du tout. Alors, d'abord, ce que je repense, c'est, je dis pas que tout le monde doit être dans cette perspective. Évidemment, elle est orientée sur ceux et celles qui se permettent de parler des jeux publiquement, qui doivent peut-être faire cet effort, en tout cas être un peu plus exigeants dans leurs propos. Oui. Tu vois. En même temps, ils n'ont pas de rémunération, ils font ça sur leur temps libre, mais je comprends le reproche. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, que les éditeurs aient observé des choses. Alors déjà, en fait, là, moi, je parle d'arguments là qui ne sont pas liés aux émotions que procurent les jeux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, peut-être que si, effectivement, en tant qu'éditeur, tu pouvais dire, voilà, nous, quand tu discutes avec les personnes, tu dis, nous, on a observé, blablabla, blablabla, et là, t'es vraiment sûr quelles étaient les dynamiques en jeu, quelles étaient les émotions que nous ont rapporté les joueurs et joueuses qui ont essayé le jeu. Je peux le concevoir. Sauf que, souvent, c'est restreint à des très mauvais arguments qui sont ceux que j'ai évoqués et qui ne sont pas liés aux qualités réelles du jeu. Et ensuite, à titre personnel, j'ai pas du tout envie que quelqu'un vienne me dire ce que je dois ressentir. Mon ressenti, il est quand même, comme par essence, il est ultra personnel. Et c'est l'intérêt, c'est qu'il est aussi subjectif. Et c'est toute la richesse de ce qui va procurer le débat, c'est de confronter les ressentis, les émotions. Si on ressort tous en disant les idées qui ont été plantées dans notre cerveau,
Enfin, il n'y a aucun débat, aucun intérêt à la discussion. Il n'y a rien d'enrichissant à parler de jeux. Diffusons les fiches produits des jeux et arrêtons-nous là, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Mais je voudrais pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Ça se dit ça en France? Ouais, ça se dit, ouais. OK, c'est bon. Parce que il y a quand même... Ça a une fonction, en fait, aussi, la critique et ce genre de... Ça sert à faire vivre les jeux, en fait. Et tout n'a pas besoin d'être un truc aussi poussé ou réfléchi qu'une chronique sur laquelle je peux mettre, par exemple, 4 heures à rédiger mon petit texte qui sera lu en 10 minutes. C'est pas tout le monde qui a envie d'aller aussi loin et on n'a pas besoin que tout le monde soit comme ça non plus. Bref. Mais bon, j'aimerais aussi peut-être que tu distingues tes goûts, tes envies, des besoins de la communication sur les jeux. Quand tu dis je veux pas qu'on me parle plus que 10 secondes des règles, je comprends que toi, c'est la partie que t'aimes pas. Même quand tu joues à un jeu, tu m'as déjà confessé que t'étais pas toujours entièrement, totalement, absolument attentive à ce que disait la personne qui expliquait. Donc, j'ai avoué que j'étais pas très disciplinée et qu'il vaut mieux que je lise les règles moi-même. Et bon, je pourrais tolérer, moi, par exemple, un peu plus que 10 secondes ou un peu plus que c'est un deck building. Voilà, la question est réglée. Vous savez comment ça fonctionne. Parce que je me fascine pour les mécanismes. Moi, c'est quelque chose qui me stimule. Quand je suis tombé dans le jeu de société, je me suis mis à lire des règles, les télécharger et pour mon propre plaisir, sans avoir le jeu, je lisais des règles parce que j'aime de voir comment est-ce qu'on a pu créer des nouveaux mécanismes. Et donc, on pourrait aller plus loin et dire, c'est un deck building, mais qui mélange aussi avec du placement d'ouvriers ou un jeu de majorité. Okay. Et puis, il faudra, peut-être un petit 30 secondes, voire 1 minute, mais juste dire c'est un deck building, ça serait un peu mince. Non, mais bon, OK, je t'accorde ça qu'on peut aller un peu plus loin quand il y a matière. Oui, c'est vrai. Mais je te l'accorde, c'est vrai que dans bien des cas, l'explication de la règle qui est pas toujours maîtrisé parce que je vous dis, c'est très, très difficile d'expliquer une règle. C'est un art. Je veux dire, moi, la première fois que j'explique un jeu, c'est une catastrophe. Puis quand ça fait 75 fois parce que c'est un jeu qui était un jeu que je vendais, là, je deviens meilleur. Mais quand l'explication de la règle fait 70% du temps ou du texte de votre critique, là, on est un peu à côté. Est-ce que tu voulais faire une explication de règle ou tu voulais faire une critique? Parce que là, le message est un peu confus. Donc, quand tu dis je me fous du matériel si je suis pas en train d'y jouer. Ça me laissait un peu perplexe parce que justement, la critique, elle est là pour me donner une idée des sensations que j'aurais en y jouant. Donc, on peut en discuter. C'est sûr que bien souvent, devant un jeu de cartes fait correctement, votre exemplaire de C'est ce qui prend, il y a pas lieu de s'étaler pendant 1 minute là-dessus. Je pense qu'on peut parler du matériel quand il y a quelque chose à dire, un peu justement comme avec les règles. Bon, si c'est juste un deck building avec une rivière comme dans Ascension ou la plupart des deck building, n'en parlons pas plus. Maintenant, s'il y a un truc spécial, s'il y a un gadget, s'il y a un élément spectaculaire, par exemple, cet arbre en 3 dimensions dans Everdell, oui, mentionnons-le. Quoiqu'en même temps, si c'est une critique vidéo, on le voit bien assez vite que c'est spectaculaire. Ouais. Mais il y a quand même l'idée que il faut nous dire, je pense, qu'est-ce qu'on ressentirait si on y jouait à ce jeu. Ensuite, quand tu dis que vite à jouer et facile à expliquer, ce sont des éléments factuels, j'en suis pas certain. C'est plutôt des commentaires qualitatifs et relatifs à la personne, mais ils sont pas quantitatifs ou ils sont pas objectifs. Je veux dire, pour des gens qui se jouent 1 fois ou 3 ans, tout ce qui dépasse 20 secondes d'explication, c'est long. Alors que pour nous qui jouons presque tous les jours de l'année, en bas de 5 minutes, on n'en parle même pas. Donc, c'est surtout que pour moi, c'est pas des qualités qui sont intrinsèques au jeu, en fait. Je pense que c'est des qualités qui peuvent permettre de faire un choix d'un jeu parmi d'autres dans un contexte particulier. Dans un contexte précis, oui. Dans un contexte précis, mais c'est pas ça qui te garantit la qualité du jeu. Absolument pas, c'est 2 choses différentes. Et que en plus, si tu me dis, j'avais le choix entre j'ai 1 demi-heure pour jouer et je vais choisir de jouer à, je cherche un très mauvais jeu qui se joue en 5 minutes, je sais pas, par exemple Wizard Cup que j'ai trouvé nul à chier. Versus Hansa Teutonica, je te dirais, effectivement, mais là, ça n'a aucun sens de les mettre en comparaison pour jouer en 1 demi-heure le midi.
Par contre, si tu me dis je fais le choix entre Wizard Cup et Love Letter, comme ça j'avais pris le même auteur, c'est bon. Je dirais avant même de te poser la question, choisis le bon jeu en fait. Enfin, tu vois, les gens me disent ça comme c'est idéal parce que c'est rapide à jouer pour le midi, non, c'est idéal parce que c'est rapide. Peut-être que c'est rapide à jouer pour le midi, ça c'est l'élément contextuel, mais juste choisis le bon jeu parmi ceux qui sont rapides à jouer le midi en fait. Enfin, ça n'en fait pas un bon jeu, que ça se termine. Voilà. Quand ça fait mal, ça a beau se terminer rapidement parce que tu m'as pincé. Bon, c'était pas agréable, donc on répétera pas. Ça a duré 3 secondes, mais ça faisait mal quand même, effectivement. Oui, tu vois, enfin voilà. Ouais. Pour ce qui est du prix, ben moi, ça peut avoir un impact. Je veux dire, si je sais que je risque de jouer une seule fois à un jeu, ça va me faire moins mal de payer 15$ que 75$. Parce que ça, c'est parce que tu as une mentalité de retour sur investissement, toi. Je sais pas, mais nous sommes quelques-uns comme ceci. Voilà, c'est ces gens-là pour qui l'art a un prix, mon Dieu, mais quelle horreur. Non, je te taquine, là. Et encore plus, si j'achète un jeu à l'aveugle, ça fait moins mal d'avoir payé 15$ pour un mauvais jeu que 75. Donc, on peut essayer un peu plus, on va essayer un peu plus si le jeu est moins cher. Je dis pas encore là que ça fait une qualité du jeu. Mais tu sais qu'il y a aussi, là-dessus, ça c'est un truc super intéressant, notamment sur les Kickstarter, qui se reprend dans tous les systèmes où tu sais, tu vas faire des stages payants et tout, qui prouve que si tu as commencé à investir de l'argent dans une démarche, tu seras beaucoup moins amené à critiquer parce que tu as déjà ouvert la porte et tu as commencé à mettre de l'argent. Et c'est ça qui explique que les gens, même quand ils reçoivent des Kickstarter de jeux nuls à chier, ils continuent de te dire que c'est le meilleur jeu du monde parce qu'ils ont déjà foutu 500 balles dedans. Et dire que c'est de la merde, c'est remettre en cause tout l'investissement financier, mais aussi d'attente, etc. Enfin, c'est doubler la douleur. Ouais. C'est un vieux gag d'un humoriste québécois, Jean-François Mercier, qui disait que parce qu'au Québec, nous n'avons que 2 semaines de vacances quand on commence dans un emploi. On n'a pas 4 semaines. Donc, imagine que tu as pris toutes tes économies de l'année pour les investir dans un voyage dans le sud et tes 2 semaines ont été merdiques. Mais est-ce que de retour chez toi, quand tes amis ou ta famille te demandent « Hey, puis tes vacances, c'était comment? » Est-ce que tu vas formuler à haute voix et t'avouer à toi-même que tes 2 petites semaines, tes 2 misérables semaines de vacances et toutes tes économies ont été envoyées dans un truc qui était de la merde? Ben non, tu peux pas le faire. Et c'est pour ça que sur Board Game Geek, tout jeu Kickstarter qui a une valeur de plus de 200$, tu dois lui enlever 1 point à sa note sur 10 parce que forcément, les gens lui rajoutent des points. Tu ne t'avoueras jamais qu'un jeu qui t'a coûté plus de 200$ était mauvais. Voilà. Sur la rapidité, j'y reviens. La rapidité, encore une fois, c'est pas une info, mais c'est plus un ressenti. Ouais. La durée est une information. Le jeu dure 10 minutes, dure 4 heures. Mais sinon, la rapidité, c'est un ressenti. Mais effectivement, la critique devrait nous laisser savoir quel est le ressenti de la durée, comment est-ce qu'on le ressent alors qu'on y joue. Oui. Alors, est-ce que le jeu nous tient absorbés? Il y a quelques semaines, j'ai joué une partie de Through the Ages qui était un petit peu trop longue, mais quand même 6h30. Mais tout le long du jeu, je me suis senti absorbé. J'ai aimé mon expérience et j'en garde un souvenir excellent. Alors que j'ai joué à d'autres jeux, j'hésite à mentionner les mauvais jeux ou en tout cas ceux qui me paraissent mauvais. Vas-y! Mais si, pour une fois que tu peux le faire. J'ai pas beaucoup aimé ma partie de SETI qui est sortie récemment chez Chess Game Édition, qui est un éditeur que j'aime beaucoup quand même parce qu'ils ont fait Space Alert et c'est extraordinaire. Mais bon, et pourtant, ça m'a paru long alors que SETI durait plusieurs heures de moins que ma partie de Through the Ages. Tiens, ce sont même 2 jeux du même éditeur, pour vous dire. Comme quoi, c'est bien une question de rythme, en fait. Oui. De rythme, de fluidité, de sentiment de... Et le rythme, la fluidité, le downtime, ça, c'est beaucoup plus du ressenti. Et c'est ce qu'on veut savoir. Et en même temps, j'ai réfléchi aussi, j'ai pensé à d'autres jeux dont la durée se situe entre 2 et 3 heures. Par exemple, un Sherlock Holmes Détective Conseil. J'aime beaucoup, mais en même temps, ça me demande tellement d'investissement. On est tellement engagé dans ce type de jeu qu'à la fin, je me sens épuisé et donc j'hésite à en refaire d'autres parce que j'ai pas de moment de respiration. Donc c'est moins long que mon Through the Ages de 6h30. Ça me tient engagé et pourtant je suis pas certain que je vais me relancer parce que c'est extrêmement exigeant à faire comme jeu. Sur les règles, il y a un petit élément que j'ai formulé il y a plusieurs années et je t'invite à le partager si le cœur t'en dit, à distinguer la simplicité
la complexité versus la profondeur. Donc, un jeu, pour moi, si on le situe sur l'axe de la complexité, on va mesurer simplement le nombre de points de règles qu'il y a. Quelle quantité d'informations faut-il connaître pour avoir en tête l'entièreté des règles d'un jeu? Par exemple, le Go ou la plupart des jeux de plis sont des jeux simples. Il y a peu de règles à connaître et si on joue à Brass de Martin Wallace, là, il y a beaucoup de points de règles à connaître. Non, on ne joue pas à Brass dans ce podcast. Et l'autre élément, c'est la profondeur, c'est-à-dire à quel point on peut fouiller ce jeu avant d'en avoir fait le tour de toutes les stratégies et d'arriver à toujours gagner parce que justement, on le maîtrise totalement. Alors, on peut avoir des jeux qui sont simples et qui ont beaucoup de profondeur. Allons-y avec le Go, avec un jeu comme The Crew, qui a peu de règles, mais qui a énormément de profondeur. Et on peut avoir des jeux qui sont simples et qui ont peu de profondeur, qui sont pas moins amusants. Alors, j'apprécie beaucoup des jeux comme Stupide Vautour ou des Lamas, des petits jeux de prise de risque. King's Gold aussi, chez Blue Orange, il y a quelques années. Et on aura des jeux qui ont beaucoup de profondeur tout en étant compliqués. Brass, par exemple. Quelle provocation! Et des jeux qui ont... je dis pas si je l'aime ou pas. En fait, j'y ai joué une seule fois. Mais il a quand même beaucoup de profondeur, ce jeu. Et on aura des jeux qui ont peu de profondeur et ils sont quand même assez compliqués. Et encore une fois, c'est généralement assez mal perçu. Mais je pense qu'un jeu comme Nemesis, qui est ce jeu dans lequel on se promène dans un vaisseau spatial, qui pourrait être Alien, en fait, le jeu de société, c'est un jeu dans lequel il y a beaucoup de règles, il n'y a pas tant de profondeur parce que les choix sont assez faciles à faire, je pense, mais il provoque quand même de bonnes émotions. Bref, voilà, c'est ce que je voulais distinguer et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait préciser dans une critique, de le situer sur les deux axes que sont la complexité et la profondeur. Si on poursuit sur les règles, je pense que le plus important à savoir, ce qu'il faudrait se faire informer, c'est est-ce qu'il y a une adéquation entre les règles et ce qu'on fait? J'aimerais souligner à quel point Agricola est un jeu génial parce que quand on joue à Agricola, tout coule de source, on comprend. Tu veux faire une clôture pour pouvoir accueillir des animaux, prends du bois et ensuite fais l'action clôture. Tout fonctionne tellement bien. Au contraire, il y a des jeux où on ne sent pas super bien le lien entre ce qu'on fait et ce que le thème nous propose et les mécanismes. J'aimerais revenir par exemple sur un jeu comme Blueprint, qui est un jeu d'un auteur québécois, Yves Tourigny, qui est apparu chez Zeman. C'est un jeu dans lequel 80% de la règle nous explique comment construire nos immeubles en draftant des dés et en les superposant les uns sur les autres. Mais cette règle de 80% et qui occupe tout le jeu n'occupe qu'un tiers du scoring et les points viennent d'ailleurs. Donc, il y a une espèce d'inéquation entre les mécanismes et ce qu'on fait. Construire ton bâtiment ne te rapportera pas tant de points que ça. Parfois, c'est juste un petit détail. Hein? Moi, j'aime beaucoup Foremix qui est sorti il y a 1 an ou 2. Et dans Foremix, parfois, c'est le petit point de règle qu'on oublie. Quand on pose un arbre devant soi, il faut rajouter une carte dans la clairière. Mais ça, il n'y a pas d'élément logique qui me le justifie, ce qui fait qu'on l'oublie souvent, on n'y pense pas. On oublie la règle. Et parce qu'on se demande pourquoi. Je veux revenir sur un point, c'est que c'est exactement ce que je dis. C'est qu'il faut que ça ait du sens. Ce que tu fais doit avoir du sens. Les règles doivent avoir du sens par rapport à ce que tu fais. Oui. Tu vois, c'est plutôt ça. Parce que des règles qui n'ont pas de sens, elles te paraissent superflues et ça t'alourdit l'expérience, la charge mentale pour rien, en fait. C'est ça, en fait, pour moi, vraiment. En fait, souvent, elles sont là pour patcher ou faire une rustine sur des règles. La fameuse rustine de game design, voilà, ouais, on la connaît. C'est rare qu'on laisse des règles complètement inutiles. Elles ont une raison. Laisse-moi rire. Bon, OK. Je voulais défendre la profession. Non, mais là, je rassure les auditeurs et auditrices. Je fais un peu de proc parce que Christian est un ancien éditeur et que je peux me le permettre, du coup, puisqu'il est là et tout. Mais... Le t'as pas joué avec les bonnes règles, ça existe et beaucoup plus que tu ne le penses. En fait, je me demande même si c'est pas la majorité des cas. Même en salon, en convention, combien de fois ça vous est arrivé de recevoir une explication d'un animateur payé par l'éditeur et que pourtant on vous a expliqué la mauvaise règle. Payé en boîte de jeu. Ah, souvent en argent et en sirop d'érable aussi. Donc, et ça vaut vraiment la peine de vérifier. Je veux dire, il y a un auteur très connu il y a quelques années sur Board Game Geek se plaignait que Decrypto, le jeu ne durait toujours que 2 manches parce qu'il réussissait à intercepter systématiquement le code de l'équipe adverse
en 2 manches, et c'est une condition de victoire. Et au moment où je lui dis, mais c'est impossible parce que selon la règle, tu ne peux pas intercepter 2 fois en 2 manches parce que à la première manche, tu n'interceptes pas, tu n'as pas la chance de le faire. Il m'a répondu, non, mais tu comprends pas ou de toute façon, j'ai raison. Alors, je me suis senti quand même, il y a quelque chose d'assez fascinant en fait, à quel point les gens jouent avec des mauvaises règles. Je pense même que c'est les gens de Repos Prod qui disaient, il faut que ton jeu soit tellement bon qu'il soit bon même si les gens ne jouent pas avec les bonnes règles. Donc, c'est vraiment quelque chose à vérifier, je pense, après avoir eu une très mauvaise expérience. Et si les gens jouent avec des mauvaises règles, est-ce la faute aux règles qui sont mal rédigées? Ou bien au lecteur qui n'était pas très attentif, ou à celle qui les reçoit au moment de se les faire expliquer. La question est posée, je te laisserai y répondre. Sur le concept de cible, ben oui, c'est vrai, hein. Plus que tu aimes un genre, plus que tu risques de devenir exigeant. Et donc, il y a une espèce de paradoxe qui se crée. Si toi, t'aimes les jeux d'enquête, mais que tu les as tous faits, ben probablement que tu vas demander plus parce que t'as un peu tout vu. Et puis là, si on te répond c'est parce que t'es pas la bonne cible, c'est complètement paradoxal. Mais moi, j'y crois à l'existence de la cible et je sais qu'on a l'air de méchants perpétreurs de stéréotypes, mais toute généralisation, toute modélisation fonctionne à partir d'une généralisation. Non, mais pas pour les personnes qui parlent des jeux. Je veux dire, c'est un argument qui est inopérant pour les personnes qui parlent des jeux. Et c'est pas possible de dire ça. C'est-à-dire? Si tu décides d'en faire un hobby, un loisir ou une activité rémunérée, c'est un non-argument, t'es la cible. Puisque par essence, tu vas jouer à tout type de jeu, tu vas t'intéresser à tout type de création ludique. Et c'est pas possible. Je peux comprendre ça pour vendre. Mais toi, oui. Non, mais oui, mais c'est ce que je te dis. Mais tout le monde n'a pas envie de faire un podcast, de la review, d'ouvrir une chaîne YouTube. Là, on parle bien d'arguments perpétrés par des gens qui eux-mêmes parlent de jeux. C'est ça que je trouve horrible. Enfin, tu vois, je trouve déprimant. Moi, ça me déprime d'entendre ça. Mais c'est parce que ça s'adresse à une personne qui ne l'est peut-être pas. Mais je comprends. Pour l'avoir vécu, à la fin, tiens, j'ai joué une partie dans ma vie, une partie de Camelot. Je n'ai pas aimé. Ah, j'ai joué cet après-midi. Bon, pauvre toi. Et donc, on me dit à la fin, t'es pas la cible. Et là, j'étais un petit peu en colère parce que, pardon, je gagnais ma vie en faisant des jeux d'ambiance. Je veux dire, Scorpion Masqué a d'abord été lancé sur des petits jeux légers, rigolos, où on se fout un peu de savoir qui a gagné. Donc, de me dire que j'ai pas aimé parce que je n'étais pas la cible, j'étais fâché. Et je pense que je le suis encore 10 ans plus tard. Alors, je comprends ta remarque. Mais maintenant, la cible, ça existe et à un moment donné, il faut le reconnaître. Et dernière remarque, c'est bien pour les noobs. Alors là, je suis un peu déchiré parce que je suis d'accord avec toi, puis en même temps en désaccord. C'est-à-dire que oui, il faut pas qu'il y ait une forme de snobisme ou d'élitisme, ça me pue au nez. Mais en interrogeant mon histoire, je trouve que des cas qui donnent raison à l'argument, ça pourrait être bon pour les noobs. Il y a quelques années, il est sorti un jeu de cartes à combo et à enchaînement que je ne nommerai pas et que j'aurais pu aimer, j'en suis convaincu, si je ne connaissais pas Race for the Galaxy. J'étais dans une situation où, si j'avais eu moins de culture ludique, je pense que je l'aurais plus aimé. Il m'arrive souvent ces temps-ci de rejouer à des jeux qui m'ont beaucoup plu il y a 10, 15 ans et de les aimer moins parce que j'ai une culture ludique aujourd'hui qui fait en sorte que je deviens plus exigeant, comme on le disait tout à l'heure. J'adorais Caylus, mais vraiment beaucoup à sa sortie. Puis aujourd'hui, je lui ai rejoué il y a quelques semaines et je suis pas certain que j'y rejouerais ou que je le proposerais, tiens. C'est un peu la même chose en nourriture. Je veux dire, plus tu manges varié, plus ça devient difficile d'apprécier du McDo. Donc, il y a quelque chose, quand même, quand ta culture fait en sorte que il y a certains goûts qui se transforment. Oui, mais par exemple, quand tes enfants, tu les as fait manger pour la première fois, est-ce qu'on ne dit pas qu'il faut leur donner au maximum des produits frais sans ajout de sel, de machin, de bidule pour qu'ils aient les vraies saveurs et que c'était hyper important? Est-ce que la première fois que tu as emmené tes enfants au restaurant, tu les as emmenés au McDo? Je me souviens pas, mais je sais que nos considérations comme parents étaient plutôt sur la santé que sur la notion de goût. Peut-être que ça aurait été mieux de se fixer sur les goûts. Non, mais si tu prends cet aspect-là, parce que la santé, évidemment, mais en plus de, tu vois, enfin... Mm-hmm. Et enfin, sur l'ordre de présentation aussi, parce que parfois, pour apprécier quelque chose, tu as besoin d'étapes intermédiaires.
tu joues d'abord à un jeu de deck building, tu joues ensuite à un jeu de placement d'ouvriers, et après ces 2 jeux-là, tu joues à Dune Imperium ou aux Ruines perdues de Narak, parce que ça te permet d'apprécier. J'ai pas dit le contraire. Ce que je te dis, c'est que pourquoi faire jouer un jeu léger de deck building mauvais plutôt qu'un jeu de deck building léger bien. Et entre un jeu léger de deck building mauvais et un jeu un peu plus caréné de deck building, mais qui est bon, mieux vaut quand même faire jouer directement au bon, tu vois. En fait, c'est ça. C'est que le seul excuse qui est de dire que c'est plus accessible, trouve juste un jeu plus accessible qui est bon, parce qu'il y en a plein en vrai. Ah ben là, c'est plus clair quand tu le dis comme ça. Merci de préciser pour les auditrices. Mais je l'ai dit, non mais attends, heureusement, je m'abstiendrai de tout juron. Mais quel putain de mauvaise foi. T'avais très bien compris. C'est toujours la question. C'est le seul argument positif que tu trouves, c'est de dire que c'est bien pour des gens parce que c'est léger et que c'est pour démarrer. Mais non, si c'est pas bien, c'est pas bien. Dominion, c'est un jeu de deck building d'une simplicité assez... c'est super simple, en vrai. Oui, c'est super génial. Donc, si tu veux faire jouer quelqu'un du deck building pour la première fois, fais-le jouer directement au Dominion plutôt qu'à un ersatz de Dominion qui sera moins bien. Je vois pas l'intérêt. Oui, mais je suis d'accord avec ça, mais vraiment... Ah, voilà. On coupe. C'est bon. C'était l'ensemble de mes remarques sur ta chronique. T'as de la chance qu'on soit à distance, parce que sinon, là, c'était le combat du... Non, mais on donne à la foule ce qu'elle veut entendre, un peu plus de provoque et de charriage. Ah, mais là, je suis remontée comme un coucou suisse. Je ne sais pas si ça existe au Québec, cette expression, mais... Tout à coup, j'ai peur de lire ma propre chronique. Est-ce que je me lance? Allez, vas-y. Alors, 3e chronique, la rejouabilité, partie 1, mythes et paradoxes. Dans toute ma bêtise, je pensais faire le tour du sujet de la rejouabilité en un exposé de 10 minutes. Toutefois, au cours de la rédaction, le sujet ne faisait que s'ouvrir et je me suis bien rendu compte qu'il était beaucoup trop vaste. C'est pourquoi je ferai 2 chroniques. Celle d'aujourd'hui critique certaines idées reçues à propos de la rejouabilité, et la seconde, la prochaine, largement inspirée des travaux de Greg Costikyan, fouille les véritables sources de rejouabilité. La rejouabilité pèse lourd dans le choix des jeux qu'on achète et par conséquent auxquels on joue. On la mentionne régulièrement dans les forums de discussion et elle revient dans toute bonne critique. Et pourtant, tu ne nous en as pas parlé. Je dirais même qu'elle est devenue l'argument de vente numéro 1 des éditeurs. Le phénomène remonte au moins à 2007. Agricola, avec un draft de 14 cartes parmi 120, apportait une variété et un monde de possibles rarement vus au royaume du placement d'ouvriers et plus largement du jeu de stratégie. L'année suivante, Dominion débarquait en frappant un grand coup et en se vantant de ses 7 billiards de mise en place possibles. 7 billiards, c'est le chiffre 7, suivi de 12 zéros à la suite. Vous ne jouerez jamais la même partie, entendait-on. 4 ans plus tard, en 2012, alors que nous vivions toujours dans un monde où le nombre de factions offertes n'excédait pas le nombre maximal de joueurs, par exemple, Mare Nostrum se joue à 5 joueurs maximum, vous trouverez donc 5 factions différentes dans la boîte, Terra Mystica débarquait avec 14 factions, alors qu'on ne peut pas y jouer à plus de 5 joueuses. Et je me souviens de l'impact, l'impression qu'on ne pourrait jamais s'en lasser ou en venir à bout. 2012 correspond également à la sortie d'un des plus grands et influents phénomènes Kickstarter, j'ai nommé Zombicide, qui a rapidement fait comprendre aux éditeurs que les stretch goals, personnages bonus et ajouts en tout genre gonflaient les ventes. Offrir des dizaines de factions asymétriques, des centaines de héros au pouvoir unique, des douzaines de vilains et des quatorzaines de plateaux pour une rejouabilité infinie attire le client comme du miel une abeille. Mais a-t-on bien compris ou défini ce qu'était la rejouabilité? Premier paradoxe. La rejouabilité n'est pas la rejouabilité. Le mot rejouabilité dans ses morphèmes nous mène en bateau. Il ne désigne pas ce que nous entendons réellement. Rejouabilité est composé du préfixe re, qui signifie à nouveau, du verbe jouer, et d'un suffixe abilité qui désigne la possibilité ou la capacité d'une chose à se réaliser. Donc, quand nous entendons rejouabilité, inconsciemment, nous entendons la capacité d'être joué à nouveau.
Et par conséquent, tous les jeux, à l'exception des Legacy et de ceux qu'on l'on détruit, que l'on altère, comme l'excellente gamme Exit, sont rejouables à l'infini. Oui, même ta boîte de Unlock et tes Sherlock Holmes Détective Conseil sont rejouables à l'infini. Mais c'est un concept voisin qu'on a en tête quand on emploie rejouabilité. Une fois que nous avons résolu toutes les énigmes d'un Unlock ou trouvé la façon de faire nul à tic-tac-toe, on n'y rejoue plus. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Et c'est de ça dont nous parlons. La rejouabilité désigne en fait l'intérêt que l'on trouvera à jouer plusieurs fois au même jeu. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup l'expression anglaise « replay value », donc la valeur que je trouverai à rejouer. Deuxième paradoxe, nous ne voulons pas de rejouabilité. Aujourd'hui, alors que toi et moi et la plupart des auditrices de ce podcast possèdent littéralement des centaines de jeux, que nous peinons à y jouer plus de 2 fois, que notre pile de jeux à jouer nous dépasse en hauteur, pourquoi acheter des titres qui demeureraient intéressants au-delà de 4 parties? Et j'ai fait un petit calcul tout con. Si je jouais une seule partie de tous les jeux que je possède, il me faudrait plus de 200 heures en continu. Plus de 8 jours non-stop ou 25 jours à raison de 8 heures quotidiennes. Manifestement, je n'ai pas besoin de rejouabilité. Et sache que je me débarrasse de pas mal tous les jeux auxquels je ne rejoue pas ou que je n'ai plus envie de rejouer. Je les laisse pas s'accumuler. Donc, ne sentez-vous pas, vous aussi, ce petit soulagement parfois à la fin d'un Legacy? Ouf, c'est terminé. Et pourtant, cette campagne ne durait que 10 parties. Qui ici joue plutôt au mode infini de l'extraordinaire jeu qui est My City de Rainer Knizia? Le mode infini, il permet de rejouer à l'infini, une fois que nous avons terminé tous les chapitres de la campagne. Mais je pense que très peu de gens le font, même si le jeu est excellent. Qui ici s'est servi de son Reset Pack pour Charterstone? Ou pour Gloomhaven, ou pour qui? Qui déjà a fini la campagne de Charterstone, parce que franchement... C'est une autre question, bon. Mais bref, nos actes, notre façon de jouer, de vivre notre hobby, crient beaucoup plus fort que nous ne cherchons pas tant des jeux à grande rejouabilité. Parce que nous cherchons autre chose. Moi, par exemple, je suis curieux, j'aime découvrir, m'émerveiller devant la créativité des auteurs, des autrices. Et aussi parce que nous sommes la cible d'un marketing efficace. Troisième paradoxe, la rejouabilité, c'est-à-dire l'intérêt de rejouer, n'est pas là où vous croyez. Comme je le disais, un habile discours marketing martelé de façon continue durant 12 années nous a fait avaler 3 mythes. Premier mythe, 17 classes de personnages, 95 scénarios génèrent forcément l'intérêt de rejouer. Voici des cas type où c'est faux. Type A. La fausse asymétrie. Le magicien, il te donne un point bonus pour chaque 2 cubes bleus que tu possèdes à la fin de la partie. Et le guerrier, lui, il te donne un point bonus pour chaque 2 cubes rouges que tu auras dans tes mains à la fin de la partie. Il n'y a aucune différence entre les deux. Et donc, peu d'intérêt à rejouer parce que c'est du pareil au même. Type B. Les finalités qui imposent la même stratégie. Rien ne ressemble plus à un scénario de Gloomhaven. Et je vous rassure, j'aime beaucoup Gloomhaven. Donc, rien n'y ressemble plus qu'un autre scénario de Gloomhaven. La plupart du temps, il faut tuer tous les monstres qui sont dans le donjon, et d'autres fois, il faut atteindre l'autre extrémité de la carte, et la seule façon d'y parvenir est d'éliminer tous les monstres sur notre chemin. Donc, d'un scénario à l'autre, on fait la même chose. Type C, l'asymétrie qui vous dicte vos coups. Il arrive que notre pouvoir unique a un tel impact qu'il annule nos choix stratégiques, qui n'offre plus de choix déchirants. Tout ce que je dis ici sur les jeux, parfois quand je souligne des défauts, ça veut pas dire que le jeu est mauvais, mais je souligne des points. Ah là là! Oui, je mets des gants blancs, mais c'est parce que je voudrais pas qu'on ait l'impression que je dis du mal des jeux. Bon, alors je m'excuse tout de suite à tous les fans de Scythe, parce que je sais que vous êtes nombreux, mais la stratégie gagnante, c'est de faire ta meilleure action le plus souvent possible, et d'éviter autant que possible l'action sous-optimale. Parce qu'on a tous un plateau, et par exemple, moi, mon plateau ramasser des barils, me donne un baril de plus, il faut que je la fasse plus souvent que l'action qui me donne un truc de moins. C'est évident. Donc oui, il y a une certaine forme de rejouabilité, mais est assez limitée car elle ne fonctionne que par un effet de nouveauté, de découverte. Et une fois qu'on a compris comment jouer telle faction, ce qui peut prendre 1, 2 ou 3 parties, il y a bien moins d'intérêt à y rejouer. Dans la mesure où on joue rarement plus que 10 fois au même jeu, c'est pas un problème. Mais quand on espère trouver ce que j'oserais appeler une vraie rejouabilité de plusieurs dizaines de parties, ça ne marche pas.
Encore une fois, attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les factions asymétriques présentent au moins 2 grands avantages. Elles nous guident lors de notre première partie d'un jeu de stratégie. Quand tu joues les Romains à Mare Nostrum, construis des légions. Elles te coûtent 2 ressources plutôt que 3 et tu déduiras rapidement que ta stratégie repose sur des conquêtes militaires. Deuxième avantage, elles permettent de choisir une stratégie qui nous correspond. Moi, à League of Legends, je deviens super nerveux et maladroit lors des combats rapprochés. Donc, je suis très heureux de pouvoir incarner l'archère Ashe, je suis pas trop certain de la façon de la prononcer, qui reste en retrait et qui attaque à distance. Je peux aussi choisir une faction plus ou moins guerrière selon mes goûts à Twilight Imperium. Donc, deuxième mythe du discours marketing sur la rejouabilité, la rejouabilité importe plus que le plaisir de jouer. Et c'est fou, non, hein? On s'attarde davantage à la quantité d'heures de jeu promises qu'à la qualité de celle-ci. Hein? Préférez-vous jouer une fois à un jeu inoubliable de un 10 sur 10, hein, parce qu'il faut noter nos jeux, on le sait bien, que de jouer 20 fois à un jeu correct, un 6 sur 10? Hein, dans un monde où chacun de nous possède plus de 200 jeux, la réponse est évidente. Qui ici choisirait de lire un roman correct sans plus, qui fait 500 pages, plutôt qu'un excellent roman de 188 pages? Hein, pour moi, même si le jeu est rejouable à l'infini et ne dure que 10 minutes, s'il est mauvais, c'est du temps perdu, comme nous le disions un peu plus tôt. Tiens. Troisième mythe, la rejouabilité ne passe que par les multiples mises en place différentes. Rien n'est plus faux. Il existe plusieurs autres façons plus efficaces pour créer de la rejouabilité. Pensez aux jeux abstraits comme le Go. C'est largement rejouable et pourtant sans aucune forme de pouvoirs spéciaux, de plateaux variables, etc. En conclusion, la rejouabilité désigne l'intérêt de rejouer à un jeu et nous la confondons souvent avec la variabilité des mises en place. Et bien que cette variété puisse générer une certaine rejouabilité, elle n'en est pas la seule source et elle n'en est pas garante. Mais alors, pourquoi les éditeurs vendent-ils une rejouabilité gonflée aux stéroïdes reposant sur un nombre de combinaisons factions, héros, vilains, plateaux? Mais je pense que c'est parce qu'on peut facilement la calculer, la comparer et que le client la perçoit surtout. Ça prend 14 parties pour essayer chaque faction de Terra Mystica, environ 150 heures pour traverser les 95 scénarios de Gloomhaven. Dans BattleCon, j'ai 18 combattants multipliés par 6 plateaux, multipliés par 3 modes de jeu, ce qui me donne une rejouabilité de 324. C'est une rejouabilité qui est mesurable, un marketing concret. À l'opposé, il y a fort à parier que le client ne perçoive pas la rejouabilité d'un Race for the Galaxy à l'explication des règles et à la vue des quelques 110 cartes que compte le jeu. Et si le client ne perçoit pas la richesse inouïe de ce système, elle n'existe pas et il dépensera ses dollars sur un autre jeu. Et pourtant, ceux qui ont réussi à vaincre l'explication de l'action vendre/consommer savent comme moi qu'on peut y jouer littéralement des milliers de parties sans se lasser en y trouvant toujours d'intérêt. Mais Christian, où se trouve la fontaine de jouvence, l'ingrédient secret de la potion magique et de la rejouabilité? C'est ce que nous tâcherons de cerner la prochaine fois, même bat-heure, même bat-chaîne. Bon, merci. Dis donc, j'ai noté que t'avais quand même dit du mal des éditeurs, là. J'ai fait ça, moi? Ouais. J'ai dit qu'ils étaient ingénieux dans leur marketing. Ouais. Tu sais, attention, tu files un mauvais coton. Hein. Tu finiras par dire que certains jeux sont de la merde. Hein. Tu sais, ça commence comme ça. Dans le privé seulement. Dans le privé seulement. Ah là là. Quel courage, quel courage. Non, écoute, après, sur la rejouabilité, bon, pour en avoir déjà... on en a... avoir déjà discuté, mais pas forcément effectivement dans le podcast sur ce sujet. Je pensais effectivement, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que je pense qu'il y a une erreur sur ce que le terme implique en réalité. Et en fait, il y a 2 aspects pour moi. Il y a le fait qu'on nous impose la rejouabilité comme étant quelque chose de positif. Ça, c'est un aspect. Et c'est ce que tu as développé plutôt dans le deuxième paradoxe que tu mets en avant, sur le fait que nous ne voulons pas de rejouabilité. Et je pense que ça, c'est réel. C'est-à-dire qu'il y a des profils encore de joueurs et joueuses très différents qui sont aux antipodes. C'est-à-dire que toi, tu l'as dit, toi, t'es curieux, tu préfères découvrir de nouveaux jeux. Et je pense que c'est parce qu'on essaye aussi un petit peu de culpabiliser parfois les personnes, les joueurs et joueuses qui ont tendance à jouer à des nouveaux jeux et donc à acheter de nouveaux jeux aussi. Parce qu'il y a dans l'idée qu'on devrait pouvoir se contenter de ce qu'on a déjà, en fait, et qu'on n'en aura pas suffisamment tiré parti. Or, en fait, on ne relit rarement nos livres.
On ne revoit pas toujours nos films. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y a certains objets pour lesquels on tolère qu'on ne les réutilise pas et qu'on les mette dans une bibliothèque ou où tu veux et qui ne soient pas réutilisables, et d'autres pour lesquels ça paraît presque intolérable et même comme si c'était un manque de je sais pas comment le dire, il y a presque une forme de jugement moral. Or, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes profils. Il y a des personnes qui vont aimer rejouer à des jeux qu'elles connaissent, en dehors même des qualités intrinsèques de rejouabilité, et il y a des personnes qui vont avoir envie de découvrir, et moi je préfère jouer une fois à 1000 jeux que 1000 fois à un jeu, sauf peut-être Grand Austria Hotel, mais ça c'est une autre histoire. C'est le seul jeu pour lequel je tolérerais, tu vois, si je devais absolument en garder qu'un, quoi. Et je pense que c'est aussi une phase de culpabilisation très forte qu'on retrouve régulièrement sur le fait d'avoir des piles de la honte, des jeux non joués, etc., quoi. Voilà. Ça veut dire aussi qu'on considère le jeu comme devant être quelque chose d'impérativement utile, tu vois, qui doit avoir une utilité. Or, en fait, il pourrait ne pas forcément être utile dans le sens où on ne va pas l'utiliser pour son usage premier qui est d'y jouer et d'y rejouer, finalement. Il y a peut-être un peu ce discours social qu'on consomme trop de choses, ça peut être truc environnemental. Oui. Donc, il y a peut-être ça à l'origine d'une partie de ce discours culpabilisant. Mais tu vois, je revoyais le truc sur Umberto Eco, et tu sais qu'il y a une bibliothèque, qui présentait sa bibliothèque. 50 000. Voilà. Et il disait que bien sûr, il n'avait pas lu à tous ses livres et qu'il n'y avait aucune... il l'explique très bien, en fait, qu'il ne faut pas voir les choses comme de la consommation. Je lis le livre et après, je m'en débarrasse. Enfin, c'est pas ça, en fait, le rapport à l'objet. Et que la simple existence du livre dans sa bibliothèque avait autant d'importance que le fait de savoir s'il l'avait lu ou pas. Et peut-être qu'il le lirait un jour, peut-être qu'il le lirait jamais. Tu vois? Mais est-ce qu'on se trouve pas des excuses pour consommer et puis combler le vide de notre existence en achetant des choses? Je sais que je fais exprès de faire la caricature d'un discours, mais... bien sûr que si. Mais probablement qu'il y a de ça, bien sûr. Mais après, dans ce cas-là, le level up, c'est d'aller remettre en question toute la société capitaliste dans laquelle on vit. Sale gauchiste. Mais oui. Mais non, mais c'est parce que je suis plutôt d'accord avec une partie de ce discours-là. Et en même temps, bon, moi je l'ai dit, j'aime découvrir, mais j'ai un très grand plaisir à rejouer à un jeu. Il y a des jeux que j'ai envie d'approfondir, envie de rejouer. Toi, c'est ton Grand Austria Hotel. Ça, c'est un autre aspect. Mais tu vois, sur le fait de dire, en fait, est-ce qu'on veut vraiment de la rejouabilité? On n'en veut pas systématiquement, en tout cas. Ah non, c'est ça. Et pourquoi on n'en veut pas tout systématiquement? Parce que, comme tu l'expliques, la rejouabilité, c'est... En fait, il y a plein de jeux qui vont nous faire croire qu'ils ont de la rejouabilité, et au final, comme tu l'as expliqué dans le jeu où tu parles des cubes, 2 cubes rouges, 2 cubes bleus, en réalité, il peut y avoir 15 000 contrats différents que tu places à la mise en place de façon aléatoire, 15 factions avec des plateaux différents et un pouvoir, mais qui sont en plus tellement bien équilibrés qu'un pouvoir en équivaut à un autre, et à la fin, de toute façon, t'as le sentiment d'avoir à peu près la même chose que les autres. En fait, t'as aucun intérêt à rejouer, comme tu l'as expliqué. Mais c'est surtout que rejouer ne te procure aucune émotion particulière différente. Il y a des jeux où tu vas faire exactement la même chose toutes les parties, et pourtant, t'as jamais le sentiment de jouer exactement au même jeu, et tu te surprends à découvrir encore. En fait, c'est ça qu'on a envie, c'est plus que rejouer, c'est de découvrir et redécouvrir. Il y a des jeux qui sont incapables de te procurer ça. Objectivement, Scythe, j'aime bien ce jeu malgré tout, et pourtant, je dois avouer qu'à chaque fois, si j'en fais deux parties trop rapprochées, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est chiant. C'est exactement la même partie que celle d'avant. Et oui, j'ai des factions et tout, et je me dis, si le jeu n'est pas magnifique visuellement, en fait, j'ai envie de chialer tellement en fait, on s'ennuie, quoi. Et pour moi, la rejouabilité, c'est est-ce que le jeu arrive encore à te procurer une sensation différente, une émotion différente à laquelle tu t'attendais pas? Est-ce que le jeu arrive encore à te surprendre? Est-ce qu'il il laisse encore à découvrir? Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose à fouiller? C'est ce que j'allais dire. Ouais. Et donc, je serais tenté de dire que les jeux qui ont beaucoup de rejouabilité, ce sont ceux qui ont plus de profondeur. Là, on fait un lien avec ce que je disais un peu plus tôt. Mais pas que, parce que on va parfois avoir envie de jouer et de rejouer à des petits jeux tout simples, tout bêtes, un jeu de lancer de dés pendant une soirée. Et c'est assez mystérieux, en fait, tout ça. Et la semaine prochaine, je vais parler de certaines sources de rejouabilité, mais je dirais pas qu'elles sont infinies, mais elles sont beaucoup plus nombreuses que ce que je pourrais nommer. Mais c'est assez fascinant, en fait, parce qu'on va toucher à la psychologie. Hein? Ah ouais, et je pense effectivement que tout le discours sur le nombre de contrats, les mises en place, etc., il est venu effectivement complètement...
il oppose une logique comptable, au sens péjoratif du terme. Tout le monde sait que j'adore la compta. Et les comptables, bien sûr. Et il vient opposer une logique comptable à effectivement une logique qui est du domaine de l'émotion, du ressenti, et qui ne se quantifie pas, et qui ne s'explique pas, et qui peut être aussi très subjective. J'en parlais il y a pas longtemps, mais par exemple, un jeu assez simple comme Mind Up, c'est un jeu où à chaque partie, j'ai l'impression d'en apprendre un peu plus sur le jeu, que le jeu, il se dévoile un peu plus à moi, et c'est pas un jeu, tu vois, c'est pas un jeu d'une immense complexité et tout. Et pourtant, à chaque partie, je me dis, je me surprends à me dire, ce jeu, il est un peu plus fin et subtil que ce que j'en avais en souvenir à la dernière partie. Et c'est ça, en fait, qu'on a envie de ressentir. Et c'est la possibilité d'être surpris, en fait. Ce qu'on veut, c'est de l'aventure dans le jeu, en fait. On veut pas tomber dans quelque chose de routinier, de quotidien. Mais en même temps, on aime retourner parfois dans nos pantoufles. On aime la sécurité de retrouver quelque chose que l'on connaît, que l'on maîtrise, que l'on... Non, ça, c'est de la paresse, ça. Il y a un peu de paresse aussi. Ouais. Non, parce qu'en fait, les jeux dont tu parles, dans lesquels on a envie de retomber, etc., c'est quand même des jeux qui souvent parviennent quand même à te procurer une expérience suffisante, non? Qu'est-ce que tu veux dire par une expérience suffisante? Par exemple, je sais pas, moi, je dis les châteaux de Bourgogne, hein, quand même, tu fais pas grand-chose dans le jeu, hein, t'as quand même les actions, c'est quand même limité, tu prends un dé, tu fais l'action de ton dé, et t'as 5 façons de le faire, en gros, hein, en simplifiant. Stefan Feld? Ouais. Le jeu de Stefan Feld? Oui, OK. Oui, mais c'est un jeu avec une certaine profondeur stratégique, non? C'est ce que je te dis, c'est un jeu qui, tu pourrais te dire, tu fais tout le temps la même chose. Elle est où la rejouabilité? Et moi, j'en ai fait je sais pas combien de parties. J'ai toujours la sensation d'être d'avoir une forte rejouabilité. Et pourtant, tu fais la même chose. Tu peux prendre les mêmes plateaux. D'ailleurs, les combinaisons de dés, elles sont quand même limitées. T'as 2 dés de 6. Hein. Et pourtant, t'as jamais l'impression de faire la même chose. Mais ça, je pense que c'est parce que le jeu a de la profondeur stratégique. Moi, je parlais plus de jeux parfois un peu légers, mais auxquels on va jouer pendant des heures et des heures, mais qui a une forme de confort à l'intérieur qui provoque cette envie de rejouer. Il y a quelque chose de rassurant. Mais je m'explique mal. Un jeu doudou. Oui, un jeu doudou. OK. Nous, je crois chez nous... Donne-moi un exemple. Oui, donc à Bluxen, Linko en français chez Ravensburger de Kramer et Kissling. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce jeu. Toutefois, j'en ai déjà discuté sur des forums. Je pense pas qu'il y ait une très grande profondeur stratégique ou tactique. Toi, tu trouves qu'il n'y a pas une grande profondeur stratégique dans Linko? Je me trompe peut-être, hein, parce que j'ai jamais été un grand stratège. Je suis pas un mauvais joueur, mais je suis pas un grand stratège. J'en suis loin. Mais c'est pas grave parce que j'ai toujours un très, très grand plaisir à y jouer. Puis j'ai déjà posé, comme je disais, la question sur des forums. Et puis la réponse c'était, je suis pas convaincu non plus, mais ça enlève rien au plaisir qu'on a à y jouer et à y rejouer. Mais maintenant, un pro de Abluxen viendrait me convaincre du contraire. Je serais très curieux de l'entendre. En fait, si quelqu'un peut me faire voir toute une profondeur stratégique que j'ai manqué, que j'ai loupé, j'en serais très heureux. Et juste pour dire le verbe subtilinxer, je trouve que c'est extraordinaire, ce jeu-là. C'est un gag, d'ailleurs. Tout le monde au bureau, la semaine prochaine, aujourd'hui, demain, essayez de placer le verbe subtilinxer à vos collègues qui ne sont pas joueurs ou joueuses. C'est très drôle, c'est votre défi. Mais après, dans l'ensemble, moi, je suis complètement d'accord avec toi et je trouve ça dommage qu'on s'interroge pas plus sur... sur les... De toute façon, c'est toujours pareil, je reviens toujours à la même chose. Faut qu'on s'interroge pas plus sur ce qui est du domaine de l'émotion et de la sensation. D'interroger nos émotions, nos sensations quand on joue, plutôt que des éléments, finalement, quantifiables, comme tu l'as expliqué, sur le nombre de factions, le nombre de plateaux, le nombre de mises en place possibles, le nombre de scénarios. Parfois, je trouve ça même oppressant. Ah oui, faire le choix, c'est difficile. Tu ouvres ta boîte de BattleCon, qui est un jeu d'affrontement 1 contre 1, où est-ce que, un peu à la Yomi, où chaque joueur choisit simultanément une carte et là, on résout, il y a une espèce de roche-papier-ciseaux, vous dites pierre-feuille-ciseaux, vous, je pense, mais avec 18 batailleurs, puis 3 modes de jeu, 6 plateaux, puis tu as une angoisse. Qu'est-ce que je choisis? Il faut être guidé dans le jeu. Mais moi, tu sais que moi, dans ces cas-là, je fais très simple, hein. Moi, je fais full random, hein. Je dis, allez, donnez-moi au hasard, hein. Oui. En fait, le choix est plus oppressant qu'autre chose. En fait, je me dis, il faudrait qu'il y en ait moins, je me sentirais mieux, quoi. Mais la promesse est belle. Et comme je disais, c'est vraiment la rejouabilité où, en fait, sa promesse, elle est perceptible. Beaucoup plus que si je te vends un paquet de 110 cartes avec 36 jetons. Voilà. C'est du marketing, quoi. Bref, j'ai raison. C'est ça que tu me dis, hein?
Je dirais pas c'est exactement comme ça, mais bon, si ça peut te faire plaisir de le croire, je te laisserai croire que t'as raison. Il y a pas de souci. Bon, on a fait le tour? Je crois que oui. Bon, c'est un peu plus écharpé, là. Oui, ben j'ai forcé la note un petit peu, là, juste pour le spectacle. Comme ça, tout le monde peut noter que c'est toi qui es pas gentil. C'est moi le méchant. Parce que c'est toi le méchant éditeur. Voilà. Du coup, est-ce que je t'attends avec un bon coup de pelle, là, le mois prochain? Alors, est-ce que tu m'attends avec une brique et un fanal, on dit? Ah ouais. Ouais. La prochaine fois, tu nous parles de quoi? Bah, je te le dis pas. Ah, surprise. Mais moi, tu sais déjà de quoi je vais parler. Bah oui, tu vas parler de la deuxième partie. C'est tellement facile de couper ses chroniques en deux, monsieur. Mais de toute façon, si tu attaques ma chronique, ce sera pas moi, ce sera les propos d'un intellectuel brillant qui enseigne le game design. Voilà. Oh là là. Bon, je dis pas le thème parce que même si on l'a choisi et que c'est en bonne voie, on peut dire que c'est en bonne voie d'écriture, la 4e chronique. On peut se garder le droit de changer si tout à coup, dans l'actualité, il y a quelque chose dont on doit absolument parler. On sait pas quoi, parce que nous, on ne cède pas aux sirènes de l'actualité ici. Non, je préfère rien dire et tout, comme ça, c'est mieux. Si jamais je change d'avis. Ben, merci beaucoup à tout le monde. Ben, merci à toi, Christian. Merci de ton accueil, comme toujours. Et merci aux auditeurs et auditrices qui écoutent. Et puis, on vous dit au mois prochain, alors. Salut! Salut! Cette émission, enregistrée à distance le 16 janvier 2025, est produite par Paul Gara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepaulgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara. Et surtout, venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.